Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une figure absolument monumentale, Sophia Loren. Ah oui? Quand on pense à elle, on a tout de suite l'image du glamour, de l'âge d'or d'Hollywood, les robes, les Oscars. Bien sûr. Mais les sources qu'on a ici, elles dépeignent une réalité bien plus âpre. Une histoire qui commence pas du tout sur un tapis rouge, mais dans les décombres de l'Italie en guerre. C'est tout le paradoxe du personnage en fait. Et l'article qu'on a sous les yeux est fascinant parce qu'il nous force à regarder au-delà de l'icône. Exactement. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de comprendre ce chemin parcouru. Comment on passe de la faim, de la peur des bombes, à un statut de légende vivante. Et surtout comment cette force qui a été forgée dans l'épreuve continue de la définir même aujourd'hui. Alors, commençons par le tout début, qui est presque difficile à imaginer. Elle naît Sofia Cicolone en 1934 à Rome. Dans une salle de charité. Voilà. L'article insiste beaucoup sur le fait qu'elle est une enfant illégitime, ce qui à l'époque était un stigmate social énorme. Ses premières années sont résumées par des mots très très durs, misère, peur et faim. Le contexte est absolument déterminant. Elle grandit à Pouillols, c'est une ville portuaire près de Naples. Et donc c'était une cible stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. Constamment bombardée, j'imagine. Constamment. La source décrit une malnutrition si sévère que ça a retardé sa croissance. On est à des années-lumière, mais vraiment, de l'image de la beauté opulente qu'on lui connaîtra plus tard. C'est fou. Et ce que le texte met vraiment en lumière, c'est que cette enfance, c'est pas juste une anecdote tragique. Ça a littéralement forgé ce que l'article appelle sa détermination inébranlable. C'est la base de tout. Il y a un détail dans le texte qui rend ça très très concret. Pour survivre, sa grand-mère transforme le salon familial en une sorte de pub clandestin pour les soldats américains. Ah oui, cette histoire est incroyable. Sa mère joue du piano, sa tante chante, et la jeune Sophie, qui est encore une enfant, jugée trop timide, elle fait la vaisselle et elle sert les tables. C'est une image dingue, non? Ouais, On est tellement loin des studios d'Hollywood. tellement. C'est son premier contact avec le monde du spectacle. Mais en fait, c'est un spectacle de survie. On voit déjà cette dualité qui va la suivre toute sa vie. Le glamour et la terre, la représentation et la nécessité. Exactement. Et le truc de fou, c'est que cette survie, ça va devenir son tremplin. L'article décrit une véritable métamorphose à l'adolescence. La petite fille frêle, qu'on surnommait le cure-dent, Le cure-dent, oui. elle devient une beauté spectaculaire. Et à 15 ans à peine, elle se présente au concours de Miss Italia. Et ça, c'est le point de bascule. D'après ce qu'on lit, elle ne gagne pas le titre suprême, mais elle remporte un prix spécial, Miss Élégance. Et surtout, elle est remarquée. C'est ça. C'est la première fois qu'elle n'est plus définie par la pauvreté ou par la guerre, mais par sa propre prestance. C'est la porte de sortie, l'étincelle qui lui permet d'imaginer un futur complètement différent. Et cette porte, elle s'ouvre sur un homme qui va changer sa vie, Carlo Ponti. Un producteur qui a 22 ans de plus qu'elle. Ah oui, Il la repère, il devient son mentor, son Pygmalion. Leur relation est au cœur de tout ce qui va suivre. Elle commence à avoir des petits rôles, une figuration dans le blockbuster américain Quo Vadis qui était tourné à Rome. mais la véritable explosion, c'est en 1954. Elle a 20 ans, elle tourne dans l'or de Naples de Vittorio De Sica. Et là, elle trouve son registre, la femme du peuple, passionnée, forte, terrienne. Tout à fait. Et la même année, elle forme pour la première fois ce duo mythique avec Marcello Mastroianni. Ce qui est fascinant, c'est qu'en incarnant ces femmes maîtresses de leur destin, on a l'impression qu'elle prend le contrôle du sien. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice à travers ses rôles. Exactement. Et Hollywood ne tarde pas à frapper à la porte. Dès 1957, elle est propulsée au rang de star internationale. Elle tourne avec les plus grands, Cary Grant, Frank Sinatra, John Wayne. La liste est incroyable. Elle devient ce que l'article appelle le symbole sexuel international. C'est une ascension fulgurante. Oui, mais le moment le plus significatif, celui qui cimente vraiment sa légende, c'est l'Oscar de la meilleure actrice en 1962 pour La Ciociara. La paysanne aux pieds nus en français. Voilà, c'est un film italien, tourné en italien, et la source souligne à quel point c'est historique. C'est la toute première fois que l'Oscar de la meilleure actrice est attribué pour un rôle non anglophone. Et ce rôle, c'est tout sauf un rôle glamour hollywoodien. Elle y joue une mère qui tente désespérément de protéger sa fille pendant la guerre en Italie. Le parallèle avec sa propre vie est saisissant. Ce n'est donc pas qu'une performance pour elle. Ah non, pas du tout. Est-ce que l'article suggère qu'elle puise directement dans son propre traumatisme d'enfance, Oui. que c'est presque une forme d'exorcisme? C'est exactement ça. Le texte la décrit comme terre à terre et sans glamour dans ce film.
Elle n'est pas en train de jouer la comédie, elle revisite son propre passé. L'article évoque ce moment symbolique où, presque 25 ans après avoir fui les bombardements, elle tient cette statuette dorée dans ses mains. Waouh! Ce n'est pas juste la consécration d'une actrice, c'est la victoire d'une survivante. La boucle est bouclée de la manière la plus éclatante qui soit. Après un sommet pareil, on pourrait s'attendre à ce qu'elle reste dans ce registre ou qu'elle se contente de capitaliser là-dessus. Mais ce qui est surprenant, c'est la diversité de ses choix par la suite. Oui, Elle enchaîne avec des fresques épiques comme le Cid face à Charlton Heston ou des comédies plus sophistiquées comme Arabesque avec Gregory Peck. et elle a cette intelligence de ne jamais se laisser enfermer dans une seule case. D'après la source, elle navigue avec une aisance remarquable entre les grosses productions américaines et des films d'auteurs européens beaucoup plus exigeants. Comme le film de Chaplin. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute Une comtesse de Hong Kong. C'est le dernier film de Charlie Chaplin, et elle donne la réplique à Marlon Brando. On parle de 3 monstres sacrés sur un même plateau. C'est dingue. Pourtant, un détail intéressant de l'article, c'est que les critiques de l'époque n'étaient pas toujours convaincus. Ils avaient l'impression que sa personnalité, sa présence, était si écrasante qu'elle dépassait les rôles qu'on lui donnait. C'est un peu le paradoxe des très grandes stars, non? Leur aura devient parfois plus grande que le film lui-même. Mais ce qui est remarquable, c'est sa capacité à durer. Dans les années 70, alors qu'elle est au sommet, elle décide de ralentir. Oui, l'article explique qu'elle veut privilégier sa famille, ses 2 fils. Ça semble avoir été une évidence pour elle. Après avoir tant lutté pour fonder cette famille. Exactement. Mais ralentir, pour elle, ça ne veut pas dire s'arrêter. Elle choisit ses projets avec un soin méticuleux. Il y a le chef-d'œuvre Une journée particulière avec Mastroianni, son dernier film avec des Sica, et même des comédies populaires dans les années 90, comme Les Grincheux 2. Elle ne disparaît jamais vraiment du radar. Et cette longévité, elle est toujours d'actualité. En 2020, à 86 ans, elle fait un retour spectaculaire dans La vie devant soi, qui est réalisé par son propre fils, Eduardo Ponti. Et là encore, ce n'est pas un rôle facile. Pas du tout. Elle choisit de jouer une survivante de l'Holocauste. Le fait qu'elle choisisse ce personnage, c'est très fort. Ça montre qu'elle n'est pas là pour se reposer sur son statut d'icône, elle continue de prendre de vrais risques artistiques. Cette force qu'on voit à l'écran, on la retrouve aussi dans sa vie personnelle qui a été tout sauf un long fleuve tranquille. C'est le moins qu'on puisse dire. L'article se penche longuement sur sa relation avec Carlo Ponti. C'est vraiment le fil rouge de sa vie d'adulte. C'est une histoire d'amour de presque 50 ans, mais qui commence par un scandale monumental pour l'Italie des années 50, qui était très catholique, très conservatrice. Il faut se remettre dans le contexte. Oui, Ponti est marié, et le divorce est tout simplement illégal dans le pays à cette époque. Donc leur relation est vue comme un adultère public. L'article détaille un véritable parcours du combattant juridique. Il se marie une première fois par procuration au Mexique, en 1957. Mais ce n'est pas reconnu en Italie. Pas du tout. Pire, ils sont accusés de bigamie. Ils risquent la prison. Ils doivent faire annuler cette union et ils vivent pendant des années dans une situation intenable. La solution viendra de l'étranger. Ils finissent par obtenir la citoyenneté française. Et c'est ça qui permet à Ponti de divorcer de sa première femme en France et d'épouser enfin légalement Sophia Loren en 1966. Ça aura pris presque 10 ans. 10 ans. Et pendant tout ce temps, comme le rapporte la source, la presse italienne la traîne dans la boue, la traite de briseuse de ménage. Il a fallu une volonté de fer pour traverser ça. Et les ennuis ne s'arrêtent pas là. Le couple a aussi eu des démêlés fiscaux avec le gouvernement italien. Et ça a culminé en 1982 où, pour régler cette affaire, elle a accepté de passer 18 jours dans une prison italienne. C'est à peine croyable. C'est fou, pour une star de son envergure. Ah, c'est une histoire complètement dingue, surtout quand on sait, et l'article le précise bien, qu'elle a été totalement innocentée de toutes les charges des décennies plus tard. Bien sûr. Ça en dit très long sur sa détermination à affronter les problèmes de front, même au prix d'une humiliation publique. Au milieu de cette relation si tumultueuse avec Ponti, il y a eu d'autres hommes. L'article revient sur l'idylle très médiatisée avec Cary Grant pendant un tournage. Ah oui. Il était apparemment prêt à tout quitter pour elle. Qu'est-ce qui l'a fait choisir? Ponti, qui représentait une situation si compliquée, plutôt que la grande star d'Hollywood? C'est une question centrale. Dans une citation rapportée par la source, elle parle de loyauté envers Ponti. Elle le voyait comme son refuge, son port sûr. C'est intéressant. Peut-être qu'après une enfance si instable, elle cherchait avant tout la sécurité et la stabilité que Ponti, malgré le scandale, semblait lui offrir en la guidant et en la protégeant depuis ses tout débuts. Cary Grant, c'était la passion, Hollywood. Ponti, c'était ses racines, son ancrage. C'est fascinant de voir comment elle a géré son image. Elle dit elle-même avoir permis aux hommes de tomber amoureux d'elle sans jamais perdre son propre cœur.
Et elle admet que Cary Grant fut la seule exception. C'est une forme de contrôle absolu. En revanche, je n'ai pas tendre avec tout le monde. Les portraits qu'elle dresse de Marlon Brando ou de Gregory Peck sont assez acides. Elle a toujours eu ce mélange de passion à l'italienne et de contrôle très pragmatique sur sa vie, sur sa carrière. Elle a su aussi se diversifier au-delà du cinéma, avec des livres de cuisine, une ligne de lunettes. Tout à fait. Et ce que l'article met en avant, c'est aussi son engagement humanitaire, notamment auprès des réfugiés, une cause qui fait directement écho à sa propre enfance, marquée par le déplacement et la précarité. Aujourd'hui, on apprend qu'elle vit une vie plutôt retirée, paisible à Genève, loin du tumulte, entourée de sa famille. Elle s'occupe de son jardin, une image de sérénité qui a été brutalement interrompue tout récemment. Oui, en septembre 2023, à 88 ans, elle fait une très mauvaise chute chez elle. Oh là là. Et le diagnostic est lourd. De multiples fractures de la hanche et du fémur. Une opération chirurgicale majeure. Pour n'importe qui à cet âge, c'est une épreuve potentiellement dévastatrice. Et c'est là, j'ai l'impression que toute son histoire prend son sens. Comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle s'effondre? Pas du tout. Selon la source, sa réaction est empreinte du même courage et de la même grâce qu'elle a toujours montré. Apparemment, sa principale préoccupation n'était pas sa santé, mais les engagements professionnels qu'elle devait annuler. C'est incroyable. Même clouée au lit, dépendante de soins, elle parlait déjà de l'avenir. C'est la même force de caractère, cette détermination inébranlable née dans les caves de Putzols qui refait surface. Elle n'a jamais cessé d'être une survivante. Alors si on tire les fils de tout ça, qu'est-ce qui reste? On a une saga incroyable, faite de contrastes permanents. C'est ça. La pauvreté et la richesse, le scandale et la dévotion, l'icône glamour à l'écran et la combattante dans la vie. Je crois qu'une de ces citations, qui est rapportée dans l'article, résume tout. Elle dit « J'ai essayé d'utiliser les misères que tout le monde traversait pendant la guerre pour créer quelque chose de positif. » C'est une philosophie de vie. C'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à effacer son passé, mais quelqu'un qui s'en est servi comme d'un carburant. Son héritage, au-delà de sa filmographie, c'est cette formidable leçon de résilience. Pour finir, l'article rapporte une de ses réflexions récentes. Elle dit que le secret de son bonheur durable, ce n'est pas la beauté, mais ce qu'elle ressent à l'intérieur, sa sécurité. Ça laisse songeur. Après avoir passé sa vie à être l'incarnation de la beauté pour le monde entier, sa plus grande réussite n'est peut-être pas la gloire qu'on a tous vue, mais cette sécurité intérieure qu'elle a mis toute une vie à construire pour elle-même.